Les procès du siècle. Une série de rencontres imaginées et produites par le MUSEM. Cette morale ne nous convient pas. Saison 4, Oser l'utopie. Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose. Réunissant témoins, spécialistes et pièces à conviction, les procès du siècle appellent à la barre les forces qui mettent en tension nos sociétés contemporaines et ouvrent un espace d'échange citoyen. Ça pourrait provoquer un tremblement de terre terrible. Cette 4e saison propose d'explorer les utopies concrètes et réelles, les nouveaux modèles à inventer pour avancer vers plus de démocratie, plus d'écologie, plus de solidarité. The world is waking up. Pour vivre mieux, ensemble. And change is coming, whether you like it or not. Les procès du siècle, saison 4. Oser l'utopie. 16 épisodes enregistrés en public dans l'auditorium du MUSEM. Épisode 13. Où sont les nouveaux territoires de solidarité ? Avec Kamel Ghemari, Juliette Rousseau et Nora Hamadi à la modération. Et bonsoir. Bonsoir à tous et toutes. On va se poser la question ce soir des nouveaux territoires de solidarité. Je vous propose d'accueillir Juliette Rousseau et Kamel Ghemari. Et bonsoir à tous les deux. Installez-vous. Juliette, bienvenue. Vous arrivez de Bretagne, dans une campagne qui est autour de Rennes, donc à 30 km de Rennes, c'est ça où vous avez grandi ? Oui. Vous avez signé cette année Pecnaude aux éditions Cambourakis et vous êtes par ailleurs autrice et éditrice. Vous nous raconterez justement ce que sont ces campagnes et ces nouveaux espaces. Bienvenue en tout cas. Kamel Ghemari, comment ça va ? Très bien. Militant syndicaliste et associatif, membre fondateur de l'association La Part du Peuple et du Fast Social Food L'Après-m. Vous, votre objectif, c'est de lutter contre la grande pauvreté, l'exclusion, et on rappelle que vous êtes Saint-Barthélemy ? C'est ça. Saint-Barthélemy dans le 15e. C'est 15e ou 14 ? 14, pardon, excusez-moi. Ce qui signifie un des territoires, on peut le dire, les plus précaires de France, les plus pauvres. Vous gérez la misère. On la combat. Très bien. Alors justement, on dit souvent que la solidarité, elle serait en train de s'éroder, qu'on est dans une ère du chacun pour soi. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce que vraiment, on est passé à un moment où on est dans le chacun pour soi ? La solidarité, je dirais qu'elle a une image qui est extraordinaire, mais qu'elle cache une hypocrisie humaine. Pour une simple raison, c'est que l'être humain voudrait toujours le meilleur pour l'autre, mais pas aussi mieux que ce qu'il pourrait avoir. En fait, l'égalité réelle, peut-être pas trop, c'est ça que tu veux dire ? Exactement. Juliette ? Ouais, sur la solidarité, je pense pas que je viens d'un nouveau territoire de solidarité. Je pense que je viens d'un territoire qui a été très solidaire et qui l'est de moins en moins, mais qui l'est pas plus du tout. Il y a encore des espaces de solidarité et qu'il s'agit de les défendre. Mais j'ai l'impression que la solidarité, pour moi, c'est pas nouveau, ancien. La solidarité, c'est partout où il y en a besoin, en fait. Enfin, c'est quelque chose qui est inhérent au fait de se soutenir entre personnes qui ont besoin de se soutenir. Donc, quelque part, c'est quelque chose d'intemporel, la solidarité. Ouais, mais alors, ce qui veut dire là-dedans que ça a toujours existé. Donc quoi, on l'invisibilise dans ces territoires-là ? On veut pas en parler ? On nous donne à croire qu'elle n'existe plus. Enfin, c'est quoi, en fait, là-dedans ? Quand on veut contrôler un territoire ou un peuple, il faut l'affamer. Et une fois qu'on a faim, on perd la raison. Nous, on essaye de pouvoir nourrir l'être humain par le ventre, par l'esprit, par le cœur, pour une simple raison, c'est de lui donner les moyens et les outils de pouvoir apprendre à pêcher au lieu qu'on lui ramène du poisson. Et malheureusement, quand il y a une fracture sociale dans un territoire ou qu'on abandonne et qu'on essaye de pointer du doigt au lieu de tendre la main à ce territoire, on crée de l'individualisme, on crée cette misère-là qui devient de plus en plus visible. Est-ce qu'on a invisibilisé ces logiques d'entraide ? Typiquement, je sais pas moi, dans les grandes luttes, des campagnes entre guillemets, et j'aime pas ce terme, je vais vraiment mettre des guillemets tout le temps. On pense par exemple au Larzac, il y a eu des grands moments comme ça, de solidarité, de lutte sociale, pour d'autres modèles, en fait c'est pas nouveau. Non mais même je dirais que le propre de la vie paysanne,
de la vie des cultures paysannes, c'est l'interdépendance et donc c'est l'entraide en fait. Et que ça veut dire qu'on sait que pour survivre, on a besoin les uns les unes des autres et donc notre mode de vie repose sur le fait de se rendre des services. Et en fait, traditionnellement, les modes de vie paysans, c'est des modes de vie collectifs dans lesquels, pour produire tout ce qui permet à la société de survivre, en fait, on repose les uns les unes sur les autres. Et je crois que l'entraide, en fait, c'est quelque chose qui, si tu veux prendre le pouvoir sur une population, il faut que le plus possible que tu mettes à mal et que tu contrôles ces logiques d'entraide. C'est ce qui permet de prendre du pouvoir sur nos vies. C'est ce qui permet de fabriquer du commun politique. Et que ça, je crois que pour tout un tas de raisons, et notamment clairement le capitalisme n'a pas intérêt à ça. Une façon de regarder l'histoire, c'est de regarder comment justement sur le temps long, on est venu détruire tous ces modes d'entraide, tous ces modes de faire ensemble pour imposer des modes de production qui sont complètement individualisés aujourd'hui. Et je pourrais revenir là-dessus, mais on peut peut-être dire quelque part que la solidarité, c'est ce qu'on est venu détricoter le plus possible, qui aujourd'hui subsiste dans des formes de résistance, quoi. Bien sûr, on l'a vu à travers le mouvement des Gilets jaunes. Nous, enfants des quartiers populaires, nous sommes Gilets jaunes depuis notre naissance, parce que la violence sociale, on la vit, la précarité. C'est comme je disais tout à l'heure, quand on se fait pointer du doigt, il n'y a pas mieux celle ou celui qui ressent la douleur pour mieux l'exprimer. Et ce mouvement-là, il a réussi à réveiller des personnes de leur canapé et de sortir de leur misère et de pouvoir l'exprimer à travers des ronds-points. Et bien justement, je vous propose d'aller sur un rond-point avec ta première pièce à conviction, Kamel. Parce que au carrefour des quartiers nord de Marseille, donc dans l'enceinte de l'ancien restaurant McDonald's de Saint-Barthélemy, l'après-m, c'est sur un rond-point. C'est une plateforme d'entraide née de la solidarité d'anciens employés, d'associations, d'organisations syndicales aussi et d'habitants. C'est le fruit d'une lutte acharnée qui vous a conduit à récupérer ce restaurant. Retour sur cette lutte grâce à Freeman. C'est Freeman qui signe le rap. Nous, l'après-m, admirons fièrement le parcours que nous avons accompli. Dans un élan collectif, le nous est devenu plus grand. Parfois fragilisé, parfois fort, parfois fier, parfois humble, souvent juste humain. Nous avons lutté contre une multinationale, des violences, des intimidations et cette tentative d'immolation pour préserver cet outil de travail, cet ascenseur social dans un territoire longtemps abandonné. Malgré tout, la sentence est tombée, la multinationale s'en est allée. Lors de la Covid-19, nous avons lutté contre la précarité alimentaire et l'isolement, sans financement public ni privé, des dizaines de milliers de colis distribués, des livraisons et tant d'autres. Un travail bénévole. Nous avons transformé le bâtiment. Ce lieu et son histoire est une œuvre d'art collective. L'après-m est nommé. Le peuple a parlé. Le nous est devenu plus grand. La part du peuple est née. Elle ambitionne de le transmettre aux futures générations. La ville de Marseille l'a racheté. Alors je le disais, on est sur un rond-point. Kamel, on a vu les files d'attente de la distribution alimentaire, on a vu la coopérative, parce que du coup, vous avez créé de l'emploi. Et je vous conseille tous, les burgers sont absolument... il faut absolument y aller. Vous avez un chantier d'insertion. Aujourd'hui, en fait, on peut parler d'une forme d'utopie concrète à l'après-m. Je dirais plutôt une hétérotopie. Là où les utopies se croisent, là où les rêves, c'est le rêve d'enfant, dans sa petite cabane, de pouvoir construire son petit monde. Nous, l'après-m, pour nous, c'est le monde d'après. Comment on pourrait le réfléchir, comment on pourrait essayer de le partager. J'ai travaillé pendant 23 ans sous une enseigne capitaliste et on a réalisé, parce que nous, on n'était pas un restaurant comme les autres. La plupart des travailleuses et des travailleurs au sein de ce restaurant, nous sommes issus de familles monoparentales. Comparé à d'autres McDo, que c'est des étudiantes et des étudiants, donc le turnover il est très élevé. Ils n'ont pas le temps de pouvoir améliorer leurs conditions de travail ou pouvoir... Ce que tu veux nous dire, c'est que là, clairement, c'était pas des gens qui étaient de passage pour payer leurs études. Exactement. Travailler 23 ans au McDo, déjà, c'est pas dans la logique même de McDo, c'est ça? J'ai jamais vu une travailleuse ou un travailleur chez McDonald's atteindre l'âge de la retraite. Une fois qu'on est plus rentable et on est usé, on nous jette comme des serpillères ou des chiffons grilles.
On est conscient que c'est le deuxième marché mondial, mais c'est le premier marché rentable au monde, qui génère plus de 5 milliards de bénéfices en France. Donc pour nous, cette multinationale, la plupart des travailleuses et des travailleurs, c'est de la chair à canon. Et on se dit comment on pourrait améliorer ces conditions de travail, comment on peut remettre l'émetteur et le récepteur au même niveau, parce que le rêve américain, si on vient nous le vendre dans un pays de droit, il va falloir tout d'abord respecter les conditions de travail. travail. C'est là que tu te syndiques, c'est là que vous montez justement cette lutte, parce que vous apprenez que il est question de fermer ce McDo. Même bien avant ça, avant d'arriver à la fermeture, on voyait qu'il y avait une injustice, on voyait qu'il y avait de la discrimination sociale, que cette discrimination, elle n'était pas correcte parce que toutes et tous, chez McDonald's, nous avons les mêmes embauches, les mêmes formations, les mêmes évolutions. Donc on s'est battu à la base pour créer une charte sociale. Il est hors de question que nous, on a quelques avantages et que d'autres travailleuses et travailleurs, qu'on a des différents traitements. Quand on est parti sur ce combat-là en 2012, donc on a réussi à mettre une charte sociale en place à Marseille, dans le Grand Marseille, même dans les Bouches-du-Rhône. Donc on a mené un combat juridique avec Eva Joly en ancienne 2013. Députée européenne. Exactement. Et on est content parce qu'on a donné une conscience et on a mené un combat syndical, médiatique, politique, avec cette conscience que cet argent qui part dans ces paradis fiscaux, ça impacte nos hôpitaux, nos instituts, nos écoles, nos commissariats et nos cités. Donc nous, en tant que travailleuses et travailleurs, on paye nos impôts, on paye la TVA. Mais comment on peut permettre à ces multinationales d'appauvrir notre pays et de voler notre argent ? Et on est content parce qu'en 2022, on n'a pas lâché. Ça nous a causé la vente du restaurant que le tribunal a annulé et a condamné par rapport à une tentative d'escroquerie. Après, il y a eu les licenciements économiques. Donc, l'inspection du travail a refusé et c'est monté jusqu'à Myrial Pinico, à l'époque, qui était ministre du Travail, qui a été refusé. On est parti sur une liquidation judiciaire. Mais on est content et fier parce qu'on n'a pas lâché. McDonald's a été condamné à payer une amende de 1,225 milliard d'euros qui seront rentrés dans les caisses de l'État. Mais bon, il n'y a pas un ministre qui nous a dit merci. Il n'y a pas de ministre qui vous a remercié, mais par ailleurs, le Covid arrive et là vous vous dites, ok, il y a des besoins absolument énormes en fait sur ces quartiers. La misère, elle est là, vous la combattez, tu le disais tout à l'heure, et donc cet espace devient ce que tu appelles la place du village. Pourquoi tu appelles ça la place du village ? C'est un lieu de vie, c'est un lieu où des enfants ont fêté leur anniversaire. Quand ils ont grandi, ils ont fêté l'anniversaire de leurs petits-enfants. C'était un pari à l'époque quand Martine Aubry, ils ont pris la décision avec McDonald's de s'installer dans les quartiers populaires pour pouvoir dynamiser l'emploi. Donc, cette place de village, il y a eu des personnes qui se sont rencontrées, qui se sont mariées, qui se donnaient rendez-vous là-bas pour se vendre leur voiture ou pour pouvoir... pour nous, c'est lieu de vie qui veut dire village d'initiative d'entraide. Cette petite place de village, c'était un ascenseur social. Il y avait 77 salariés. Donc, 77 salariés, moi, quand je suis rentré dans ce restaurant, j'avais à peu près 16 ans et demi, 17 ans. Donc j'étais un enfant qui avait une phobie scolaire. Quand on dit phobie scolaire, c'est à l'époque, il me disait que j'étais un échec scolaire. Donc j'ai trouvé une famille qui m'a accueilli, qui m'a appris à travailler en équipe, qui m'a aidé à reprendre confiance en moi, qui m'a aidé à avoir une perspective d'évolution de carrière. Donc d'un équipier polyvalent, j'ai évolué formateur, responsable de zone, manager, premier assistant, directeur. Après, j'étais responsable de formation sur 7 restaurants. J'avais pas de diplôme, mais j'ai réussi à m'insérer, j'ai réussi à reprendre confiance en moi. Et ce lieu-là a tendu la main à pas mal de personnes qui étaient des cités ou des cités en voisinage. Voilà, ce lieu, c'était pour nous bien plus que... un restaurant McDonald's. Un lieu aussi de conscientisation politique. Juliette, qu'est-ce que ça t'inspire, cette idée de place de village ? Du coup, moi, je viens de la Bretagne agro-industrielle. Donc, souvent, quand on pense à la Bretagne, on pense les plages, les crêpes au beurre et tout. Et c'est pas du tout la Bretagne de laquelle je viens. Moi, je viens de la Bretagne des
parcelles immenses et des lactalis et des abattoirs et des autoroutes et des méthaniseurs et des ombrières photovoltaïques. Et je viens de la Bretagne qui produit en fait et qui ne fait d'ailleurs que produire, dont le destin c'est de produire de la bouffe, de l'énergie. Et le village duquel je viens, c'est un village qui est maintenant au bord d'une autoroute. Et donc en fait toute la vie du village a disparu, le centre-ville est complètement mort et les quelques commerces existants sont au bord de l'autoroute, ce qui pour moi est très significatif parce qu'en fait il y a vraiment cette mentalité très forte que nos vies sont destinées à soutenir d'autres vies. Tout ce qu'on fait en fait, les existences, qui sont un peu les rouages de la production agroalimentaire, en fait elles sont destinées à soutenir un modèle économique qui va d'abord privilégier d'autres personnes que celles qui vivent là. Et donc, nous, on n'a plus de place de village. Et en t'écoutant, c'est marrant parce que je pensais, pas mon village, mais la ville la plus proche, on a un McDonald's aussi, qui est un grand lieu de rassemblement. Et depuis pas très longtemps, on a un Burger King. Et le Burger King, c'était vraiment un truc de ouf parce que pour nous, le fast-food, c'est la modernité, c'est la ville, c'est l'urbain, c'est la classe, quoi. Et donc, tout le monde va aller... donc, le Burger King, c'était vraiment l'événement. Et n'importe quel soir où tu vas au Burger King, tu as toujours des gens. Parce que je pense que c'est un espèce de goût de la vie urbaine qu'on a été construit pour désirer, en fait. Tu veux réagir ouais. Je voulais juste rebondir sur la question que vous m'avez posée. J'ai essayé d'implanter le décor. Quand il y a eu le Covid, c'est là où on a vu qu'il y avait un élan et une entraide extraordinaire. Donc nous, on avait un outil de travail et on avait conscience que la plupart des habitantes et des habitants aux alentours et même du centre-ville n'avaient pas peur de mourir du Covid, mais avaient peur de mourir de faim. Donc nous, on a réussi à réquisitionner ce lieu et le remettre au service des citoyennes et des citoyens pour pouvoir leur amener un petit colis alimentaire parce que il y avait un chaos. Et c'est là où je dis la misère, on la compte pas, on la combat. Et on a essayé de créer cette petite machine de guerre qui a été conçue, créée, réfléchie par l'intelligence collective. Il y avait les infirmières libérales qui étaient là, elles étaient en roue libre. Par eux et par leur cause, on a fait naître le Uber solidaire qui veut dire Union de bienveillance pour des repas d'entraide. Et... Et parce qu'elles avaient une patientèle qui était fragile en santé et ils avaient le frigo vide. Donc vous avez organisé des livraisons. Des livraisons de colis alimentaires pour ces personnes-là. Et cette initiative, elle dure et elle perdure jusqu'à au jour d'aujourd'hui à travers les colis alimentaires, les livraisons et les repas pour nos amis de la rue. Parce que nous, quand on a monté ce concept-là, pour nous, on s'est dit la main qui donne ne doit jamais être au-dessus de la main qui reçoit. Mais par contre, nous, on a choisi nos patrons. Nos patrons à nous, les patrons de la Pré-M, ce sont nos amis de la rue. Ce sont ces personnes-là à qui on essaye de préserver leur dignité. Quand ils viennent prendre leur colis alimentaire, ils n'ont pas besoin de justifier leur misère. Ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de structures qui font des colis alimentaires. Juste, je le dis, quand on parle de justifier, faut savoir que dans certaines structures, quand vous allez demander de l'aide, en fait, on vous demande de prouver que vous en avez besoin. Et c'est violent, ça fait mal. Juliette, on vient d'entendre des mots très forts à l'instant de Capelle sur ce que ça représente, en fait, que d'être dans des territoires relégués. Pecnode, c'est quand même un mot hyper fort. C'est le plouc, c'est le pecno que vous avez décidé de retourner, de vous réapproprier. Et vous, c'est votre pièce à conviction, page 14, hop là. Écrire depuis son histoire de rural, c'est trouver à formuler dans les ambivalences, voire les contradictions. Dire tout à la fois depuis un lieu qui n'existe plus, mais qui existe encore, auquel on appartient sans pouvoir vraiment lui appartenir. Tenter d'articuler les silences et de trouver des mots pour les mots, avec en bagage la dualité honte-fierté qui nous caractérise quand la terre nous colle encore à la peau. C'est une bécassine en soi à qui il faut commencer par redonner une bouche, pour espérer l'entendre enfin se dire sans médiation, sans traduction. C'est sensible, la ruralité. En tant que sujet, elle semble d'abord impossible à définir depuis l'intérieur, tant c'est par l'opposition à ce qui la domine, la ville, l'urbain, la modernité, qu'elle est depuis longtemps perçue, y compris par elle-même. Forme dégradée de l'urbain, elle est vue comme un espace profondément arriéré, conservateur, et s'y intéresser sans revendiquer autrement s'avère immédiatement suspect. Cette perception de la campagne, y compris par elle-même, a une longue histoire.
Celle-ci est intimement liée à l'avènement de la modernité. Fruit d'une offensive vieille de plusieurs siècles dont le saccage est toujours en cours, elle a justifié de tout transformer, de tout dégauchir, la langue, le temps, le paysage. Là où j'ai grandi, elle a notamment consisté à remembrer, à raser, aménager, autant de façons de secouer la terre pour en faire tomber celles et ceux qui l'habitaient, comme des poux. La modernisation, l'urbanisation sont les noms de l'acculturation progressive et violente des populations paysannes, laquelle trouve son acmé il y a environ 50 ans avec le remembrement et l'imposition d'une agriculture productiviste et industrielle. Je suis née et j'ai grandi dans l'un des territoires où ce processus s'est fait le plus violemment, le plus rapidement. Naître au champ, après la bataille, dans une ruine des mots et du sens de soi. Ici, l'histoire du pillage de la terre, des corps et des communautés paysannes est à la fois très ancienne et exceptionnellement récente. Voilà une autre ambivalence et pas des moindres, nommer, c'est chercher loin en soi les racines des offenses, tout en laissant murmurer ce qui, des mémoires d'une vie collective attachée, incorporée, continuait de façonner la terre jusqu'à moins d'une génération avant la nôtre. La majeure partie des ruraux est héritière de cette histoire paysanne, elle en porte encore les marques, la honte aussi. Celle-ci lui transpire par tous les pores. Car il a d'abord fallu apprendre aux paysans et aux paysannes à ne pas s'aimer pour pouvoir ensuite les déposséder plus facilement de leur monde. La haine de soi est peut-être ce que l'on nous inflige en premier. En fait, vous dites la même chose et vous utilisez les mêmes mots. C'est ça qui est terrible. Tu parles de sueur, tu parles d'exploitation, tu parles de misère. Et finalement, c'est aussi ce qui se passe dans ces zones rurales. Il y a quelque chose du même ordre avec la ruralité qui finalement n'a pas de définition, sauf que c'est le contraire de l'urbanité. On est un peu comme les ronds-points dans ces espaces du rien, parce qu'ils sont pensés par ailleurs. Mais je pense qu'il y a quand même l'histoire de la fable de la modernité, c'est-à-dire que la modernité se construit en opposition à la ruralité. Les territoires ruraux sont considérés comme étant en retard sur l'accession à la modernité. Et c'est quoi la modernité ? La modernité, c'est l'urbain, en fait, tout simplement. La modernité, c'est l'urbain, en gros, c'est les centres urbains. C'est les centres urbains, c'est le truc qu'on désire, c'est les centres commerciaux, c'est ces grands bâtiments, c'est la vitesse, c'est la compétition. C'est l'abrogation du temps aussi. C'est un temps qui n'est plus cyclique, c'est un temps qui fonce droit devant, où on n'a plus de contact avec les saisons. C'est le fait d'avoir des vies qui sont complètement déconnectées de leurs moyens de subsistance. Tout ce qui consiste à prendre soin, à produire ce qui permet à la société de survivre, tout ça c'est d'emblée hors de la modernité, et c'est d'ailleurs aujourd'hui, on le voit, on l'a vu avec les gilets jaunes, on l'a vu au moment de la crise du Covid, c'est les métiers qui sont les plus maltraités dans la société en fait, c'est les métiers du soin, clairement. Et du coup, il y a cette idée, en fait, je crois, très présente dans les campagnes, qu'on est en arrière et qu'il faut rattraper le retard. On s'est construit dans cette idée qu'on était en retard, et c'est ce qui nous fait accepter une condition territoriale, j'ai envie de dire, qui autrement ne serait pas acceptable. Et donc, on est un territoire pauvre, on est un territoire endetté aussi, comme beaucoup de communes. Et très récemment, dans ma commune, il a fallu, c'était un truc qui était national dans toutes les communes, les municipalités déterminaient quels espaces pouvaient être mis à disposition pour installer des ombrières photovoltaïques. Donc, je ne sais pas si vous voyez, c'est des espèces d'énormes panneaux photovoltaïques sur des gros poteaux qui prennent, voilà, je ne sais pas quelle superficie ça fait, mais c'est quand même très très gros. Et donc, dans ma commune, ils ont proposé plein d'endroits, mais notamment un des endroits qu'ils ont proposé, c'est le cimetière. Donc ça veut dire que même nos morts sont à vendre. Au début de Pecnode, il y avait cette interrogation de comment on en arrive à donner une si faible estime d'eux-mêmes aux gens pour qu'ils acceptent cette condition territoriale, pour qu'ils acceptent, et là je parle des morts, mais je pourrais dire autre chose, je pourrais parler des maladies. Il n'y a pas une seule famille dans mon entourage, la mienne comprise, dans laquelle il n'y a pas eu de cancer. C'est ça le coût de la production alimentaire aujourd'hui. Et c'est des choses qu'on vit dans nos corps, qu'on nous a appris à accepter, mais voire à trouver légitime. On trouve légitime que ça soit nous qui sacrifions. C'est le prix à payer. Exactement. On va revenir sur la solidarité. J'appelle à la barre un premier témoin. Et bonjour. Je m'appelle Zohar et samedi, j'ai participé à la commission d'enquête à l'Apréam. Et ce soir, pour vous, je serai Saïna. J'ai 25 ans. Et je viens d'un village du centre de la France. J'ai eu la chance de grandir dans un habitat collectif et participatif qui avait été créé pour lutter contre l'arrivée de gros promoteurs immobiliers. Et les portes, elles étaient jamais verrouillées. J'ai grandi avec toutes ces autres familles, on faisait des repas ensemble, des chantiers, des soirées. Malheureusement, l'université, elle n'est pas accessible quand on vit à la campagne, donc j'ai dû partir.
Donc moi, j'ai quitté à contre-cœur cette très grande famille pour me retrouver seule entre 4 murs dans 18 mètres carrés d'un grand immeuble en région parisienne. En arrivant dans ce petit studio, j'ai voulu retrouver ce côté convivial et familial que j'ai toujours connu. Je suis donc allé me présenter à mes voisins de palier. Et en fait, sur les 3, un seul m'a ouvert. Il n'a même pas voulu du plat que je lui avais ramené. Bon, je croisais très peu mes voisins. Et quand on se croisait dans la cage d'escalier, on se disait même pas bonjour. Au fil du temps, je me suis habitué à cette distance, ce mode de vie. J'allais à la fac, j'enchaînais avec le travail, je rentrais chez moi et les journées se succédaient. Et puis, mars 2020, du jour au lendemain, le confinement nous tombe dessus. Plus possible de sortir, de travailler, et en un claquement de doigts, en fait, mon monde il s'est effondré. Des cours en visio et plus de travail, donc plus de revenus pour manger. Et je fais les poubelles de l'immeuble, ce que j'ai jamais osé avouer à ma famille. Et je m'enferme dans ma solitude, ma faim et ma honte. La famille qui habite en face, sur mon palier, a un fils, Guillaume, qui lui, il est parti faire ses études à Rennes. Il vit difficilement le confinement lui aussi, et il appelle régulièrement ses parents pour leur raconter. Eux, ils ont assez d'argent pour qu'ils continuent à manger, même sans job étudiant. Et un jour, on toque à ma porte, et c'est elle, la mère, Sephora, qui m'amène une assiette bien garnie. Et alors là, je m'effondre. Je me sentais seule et puis j'avais faim. Elle m'a invité chez elle et on a parlé pendant des heures. Et franchement, je me rappelle même pas de ce qu'on s'est dit, mais je sais juste que ça m'a sauvée. Après ça, elle m'a invité tous les jours à dîner chez eux. Et puis finalement, petit à petit, en fait, cette habitude, elle s'est étendue à l'ensemble de l'étage de l'immeuble. On se réunissait souvent, on partageait des tâches et moi, voilà, j'essayais de rendre service aussi à la hauteur de ce que je pouvais. Et voilà, avec tous les voisins, on a fini par réussir à nouer des liens. Et j'ai enfin retrouvé ce sentiment que j'avais perdu en quittant ma campagne, ce sentiment que j'aime et qui m'anime. C'est-à-dire que l'autre, c'est moi. Je vous remercie de votre attention. Merci. Et bravo. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce témoignage de cette commission d'enquête qui était organisée samedi, justement à l'Après-m? Le Covid nous a rappelé en fait que dans les situations d'urgence, en vérité, c'est la solidarité qui prime. Et que c'est pas seulement ça, mais c'est que quand on renforce nos relations, puisqu'on vit dans une société qui, de fait, construit à défaire nos relations plutôt qu'à les renforcer, on peut dire que, je vais employer des gros mots, mais que l'État et le capitalisme travaillent en fait à faire barrage dans nos relations, à faire médiation dans nos relations. Justement, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure quand je disais l'entraide, c'est une façon de résister à tout ce qui vient prendre le pouvoir sur nous en tant que collectif. Et donc, dans les moments en fait où on reprend, où on réinvestit cette entraide, où on réinvestit la relation, à la fois il y a quelque chose d'extrêmement soulageant, mais surtout la vie est meilleure. En fait, la vie est bonne quand on est plus fortement en relation avec celles et ceux qui nous entourent, mais aussi avec les lieux qu'on habite. En fait, la vie a vachement plus de sens, elle est vachement meilleure à vivre. Et il y a quelque chose d'assez paradoxal là-dedans qui est que, en fait, accepter ce qui est fait à ton monde, que ce soit du point de vue social, du point de vue écologique, etc., ça implique de t'en couper affectivement. Et on est tous et toutes invités à le faire. Même, je veux dire, dans nos modes de vie, Netflix, les applications, le téléphone, effectivement, c'est des dispositifs qui t'invitent à te couper du monde qui est immédiatement le tien, qui t'entoure. Et on est tous et toutes tentés de le faire parce que c'est moins coûteux émotionnellement. Quand tu vis dans un monde qui est en aussi mauvais état que le nôtre et qui va aussi mal que le nôtre, effectivement, il vaut mieux essayer de se désensibiliser. Et paradoxalement, réinvestir nos relations, y compris dans tout ce qu'elles ont d'abîmé, et là aussi, je parle de nos relations de voisinage autant que de nos relations avec les lieux, avec aussi le non-humain, avec les milieux vivants, etc. Les réinvestir en acceptant tout ce que ça génère de tristesse, de colère, d'impuissance, etc., c'est quand même réinvestir la vie et c'est quand même la rendre plus vivante. Et parfois, on ne peut pas agir, parfois on ne peut pas réparer, parce qu'en fait, à un moment, c'est le service public que vous palliez. C'est l'État qui a abandonné ces espaces. Je dirais qu'il y a eu tellement un abandon du territoire, ils ne savent plus comment faire, je pense, où on confie leur rôle à des structures, que ces structures-là, elles arrivent dans nos cités en tant qu'étrangères,
En gros, il y a des associations qui arrivent et qui sont censées prendre ça en charge, mais c'est pareil, c'est pas des centres sociaux. Le problème, c'est qu'ils font pas avec les quartiers, ils font pour les quartiers. Et elle est là la différence. Et de faire pour les quartiers, c'est d'avoir une posture un peu de colon. Et de se dire, voilà, je veux pas que tu aies pitié de moi. Il faut sortir de la charité, il faut que tu me donnes les outils pour que je puisse m'en sortir. Nous, dans ces territoires-là, nous sommes une ZAD. Mais nous ne sommes pas une zone à défendre, mais plutôt une zone à développer. Et cette zone à développer, il va falloir qu'on apprenne à la respecter et on respecte la dignité de chacun et chacune qui est là-bas, parce qu'il n'y a pas que des pauvres, il y a des personnes que ce sont des héros, et ces héros-là, ils ont des métiers qui sont essentiels à notre bien-nation, que ce soit dans le médical, que ce soit quand ils nettoient nos rues, quand ils construisent nos bâtiments. Mais on essaye de nous cloisonner entre soi, mais quand on est cloisonné entre soi, ça devient un peu mortifère. Et nous, on ne veut pas les remplacer ou on n'a pas le choix. Et c'est comme si qu'aujourd'hui, nous sommes en hôpital, j'allais dire. Quand on y va aux urgences, si on a mal à la jambe ou à la tête ou au cœur, on nous prend en urgence et on essaye de traiter. Mais vous essayez de traiter. Et pardon, je vais poser le truc de manière cash. L'après-m, il a été préempté par la mairie de Marseille, qui vous demande quand même un loyer, qui est de 3 800 € par mois. C'est pas petit. Vous avez sollicité la région, qui vous a dit... Votre business model, après 1 an et demi en fait, d'étude de votre dossier, votre business model, il ne tient pas la route, on n'y croit pas, on ne vous aide pas. C'est-à-dire que en fait, vous êtes obligé de faire, et vous faites aussi contre les institutions qui n'aident pas. Enfin là, elles ne sont pas très aidantes. Cette question qui est sur la région qui ne nous a pas fait confiance ou qui ne nous a pas tendu la main, mais nous, on n'en a rien à foutre. On ne leur demande pas d'aider l'après-midi, on leur demande de nous aider à aider. Le mot, il a son importance. Aidez-nous à aider. On est là pour essayer de vous donner un coup de main et de pallier et de combattre cette misère, mais sans vous, on ne peut pas. On va laisser ces enfants-là s'entretuer à l'âge de 14 ans, vider des frigos. Donc, que ce soit le rôle de la région ou la mairie, on la remercie d'avoir préempté. Mais c'est une douleur, une souffrance de savoir aujourd'hui que moi, je suis au RSA, qu'on a 42 salariés, qu'on a monté un concept qui est extraordinaire, qui rayonne dans le monde, et qu'on paye un loyer. C'est horrible, ça me fait mal. Et dans ce concept-là, quand on l'a créé avec 5 collèges. Il y a le collège des fondateurs, les collèges des salariés, le collège des associations bénévoles usagers, des partenaires économiques et des instituts. Parce que leur responsabilité, elle est fondamentale dans ces territoires-là, parce que sans eux, on ne peut pas. On ne peut pas continuer parce qu'on est limité. Oui, nous avons l'expérience, oui. On sait comment combattre cette douleur et comment la reconstruire. Mais s'ils nous ignorent et qu'ils font semblant de nous aider parce qu'ils nous considèrent en tant que panneau publicitaire, notre image, elle rayonne, mais... La douleur qu'il y a autour de nous et dans ce lieu-là, on la ressent chaque jour à travers cette misère. Juliette, c'est aussi une histoire d'un abandon de l'État, tout ça ? Oui, on connaît bien aussi ça. Malheureusement. Malheureusement, ouais. Oui, malheureusement. Et après, moi, je suis un peu partagée avec ça parce que je pense qu'on est aussi à ce moment on est dans un moment un petit peu crucial où on voit là comment l'État se désengage, après s'être désengagé progressivement, se désengage brutalement de tout un tas de secteurs de l'économie et qu'on se retrouve face à ça avec, dans les endroits qui sont les nôtres, dans les lieux qu'on habite, à jongler entre... faire pression pour continuer d'obtenir un soutien public sur un certain nombre de choses et se projeter dans des formes d'auto-organisation, puisqu'on voit bien que, encore une fois, pour le dire vite, la main gauche de l'État, c'est-à-dire sa capacité à financer le social, etc., est en train de disparaître. Et ça, je trouve que ça vient jouer sur justement ces questions d'entraide, d'auto-organisation, etc. Puisque moi, je suis pas très, très optimiste, en gros, pour le dire vite, pour les décennies à venir. Et je me pose toujours la question de comment est-ce qu'on va faire, et peut-être que c'est ça aussi dans les pistes à creuser, entre territoires
Puisqu'on vit, comme dans tout pays, on vit dans un pays dans lequel les territoires ont été construits en fonction de leur utilité, exactement, de leur productivité, de quelle production. En gros, c'est ça qui nous définit. Moi, je pense même plutôt que de parler de campagne, souvent, on a des classifications pour les territoires qui viennent effacer un certain nombre de choses. Ce qu'on appelle la ruralité n'existe pas. On a des campagnes qui sont très différentes exactement pour cette raison-là, parce qu'en fait, elles n'ont pas toutes la même fonction. Et je me pose la question de comment on va faire dans les décennies à venir, où on va avoir de plus en plus besoin de s'entraider parce qu'on voit bien que l'État va continuer de se désengager et aussi qu'on ne sait pas quel est notre avenir politique très immédiat. Comment on va faire pour réussir à s'organiser entre territoires en fonction de justement quelles sont nos capacités. Oui, mais justement, on va retourner sur tes pièces à conviction, Juliette. Tu nous as envoyé une série de photos qui renvoie à ce que tu dis à l'instant sur la nécessité de faire converger et de remettre la question sociale au centre. On est face à des territoires qui sont discriminés, qu'on considère à partir en fait de leur utilité, qu'on a cessé d'accompagner en enlevant des services publics, en enlevant en fait toutes les possibilités, enfin beaucoup de possibilités pour les gens de s'autonomiser et puis de s'offrir la possibilité de rêver. Alors j'avais envie de partager ces images qui sont extraites d'une manifestation qu'on a organisée dans l'entre-deux tours des législatives. Justement, je pensais à ça, Kamel, tout à l'heure, quand tu parlais du rapport aux élus. On a été dans la campagne où j'habite et je pense dans beaucoup de territoires ruraux, on a été extrêmement choqués, en colère en fait, dans cette période politique-là, puisque, peut-être pour vous le redire, donc on a d'abord ce moment des élections européennes avec une montée fulgurante du vote RN partout dans les territoires ruraux. Y compris en Bretagne, qui était plutôt inédit. Y compris en Bretagne. Dit, non mais la Bretagne, elle est immunisée. Ouais, alors pas du tout, clairement, voilà. Et particulièrement dans une Bretagne comme la mienne, qui fait partie des territoires bretons où le vote pour le RN a le plus augmenté. Et ça, nous, on le savait déjà, on s'était déjà mobilisé là-dessus aux précédentes élections. Et en tout cas, bon, voilà, il y a ce moment des européennes où là, il y a un peu, voilà, la construction très rapide du nouveau Front populaire, un peu un branle-bas de combat, etc. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, on a quand même ce moment où, voilà, en fait, on peut dire que les territoires ruraux, tout d'un coup, font irruption sur la scène politique. C'est un peu, ah ouais, on les avait complètement oubliés, mais aujourd'hui, ils nous reviennent un peu dans les dents, quoi. Et donc la gauche se rassemble, sort les drapeaux, etc. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il n'y a pas eu un seul rassemblement national au moment des élections pour appeler à la résistance contre le RN en territoire rural. Toutes les fois où la gauche s'est rassemblée pour dire on va lutter contre le vote RN, c'était à Montreuil ou à Paris-Centre. Et quand on est dans une campagne qui voit le vote RN exploser, franchement, on a juste le seum en fait. Et nous, on était très très en colère parce que pour nous, ça actait à quel point on était abandonnés et à quel point en fait la gauche n'avait toujours pas compris que ce récit selon lequel les campagnes sont en gros par essence de droite, réactionnaire, etc., était celui-là même qui nous faisait perdre. Donc on s'est dit, on organise une manif pour signifier qu'il y a une forme d'auto-organisation qui dépasse de loin les élections et que c'est ça qu'on a envie d'impulser. Et qui dépasse la gauche. Et on s'est posé la question de comment on fait pour mobiliser les gens. Et donc la ville où on a organisé cette manif, qui est pas très loin de chez moi, c'est une ville dans laquelle il y a eu un épisode assez marquant pendant la Seconde Guerre mondiale, qui est que 27 personnes, on dit des résistants, mais en tout cas c'était des militants communistes et syndicalistes qui se sont fait fusiller, dont Guy Moquet, que vous connaissez certainement, parce qu'il y avait un camp d'internement dans la ville. Et en fait, cette mémoire-là, elle est en train de se perdre. Elle est en train de se perdre. Et donc, nous, on a décidé d'organiser une marche qui s'appelait Réveillons la résistance. L'idée, c'était de dire, en fait, on a déjà connu l'extrême droite au pouvoir. Ça s'appelait le régime de Vichy. Et nous, sur notre territoire, on sait ce que ça a donné, puisqu'en fait, on a vu les gens se faire fusiller. Et donc, on a organisé cette marche qui partait du centre-ville et qui allait à l'endroit où ces résistants ont été fusillés. Et sur le long de la marche, on a invité, peut-être on peut passer aux photos suivantes, enfin... Voilà, c'était le discours d'ouverture de la marche et les personnes qui sont avec moi, là, c'est des amis qui viennent d'un quartier populaire de Rennes, c'est Comocoli et Grasse, et elles ont monté un collectif qui s'appelle Les Clandestines, vous en avez peut-être déjà entendu parler, elles font beaucoup de choses dans le quartier de Villejean, et en fait, bon, il se trouve qu'on est copines, qu'on fait des choses ensemble assez régulièrement, et quand il y a eu ce résultat des élections, Régine m'a appelée en me disant mais là, en fait, c'est pas possible ce récit. C'est pas possible parce que, d'une, on disparaît complètement. Nous, elles et nous, les quartiers populaires en dehors de Paris, on n'existe pas. Et en plus, on est en train de raconter une histoire selon laquelle c'est comme si quartier populaire et campagne, on se connaissait pas, on faisait rien ensemble, etc. Comment on fait ? Et donc, du coup, elles sont venues d'abord faire du tractage avec nous, on a fait des réunions, etc. Et quand on a décidé d'organiser cette manif, elles ont dit, on vient et on va appeler ça le grand déplacement.
on va sortir de notre quartier et on va venir dans ton bled et on va faire la manif ensemble. Donc on a fait le grand déplacement, elles sont arrivées avec des grandes pancartes et tout, bref. Et c'est elles qui ont ouvert la manif. Et il s'est passé un truc très fort quand même à ce moment-là, c'est que moi j'ai vu en fait sur les visages des gens, déjà il y a eu beaucoup de monde pour une manif chez nous, quoi. Et j'ai vu sur les visages des gens du coin qui étaient venus, ils étaient hyper émus. Vraiment, ça s'était jamais vu. Et pour autant, on habite à 30 km. Et moi, ça m'a vraiment impactée parce que je me suis dit, mais notre force a vraiment subvertir les récits. Et je pense que là, il y a quelque chose d'hyper Quand tu veux dire subvertir les récits, ça veut dire, en fait, on vous raconte, juste en étant là, entre femmes noires de quartier populaire de Rennes et moi, Juliette Pecnaude, à 30 km, en fait, on vous raconte une autre histoire que celle qu'on est en train de vous vendre. Donc, à un moment, c'est de la piraterie. Ouais. Peut-être, on pourrait dire ça. Ouais. On pourrait dire ça. Ça veut dire que ces convergences, elles sont possibles et que ces divisions qu'on nous raconte, il y aurait... On l'entend beaucoup, par exemple, sur les plans banlieues, etc. Non, mais on a déversé des milliards sur les quartiers populaires, ça n'a servi à rien. Maintenant, il faut s'intéresser aux zones rurales. Cette mise en concurrence des gens, des individus, des territoires, en fait, il y a autre chose à inventer et la preuve, c'est que ça existe. Il y a besoin de faire ensemble, en fait. Ouais, et d'avoir les moyens aussi, je suis d'accord. Il y a des études de sociologie qui montrent que en fait, la disparition des services publics est un phénomène concomitant de l'augmentation du vote d'extrême droite. Moi, à la campagne dans laquelle j'habite, effectivement, il y a tout un tas de services publics qui ne sont plus là. C'est un désert médical. Enfin, voilà, je ne vais pas vous faire le dessin, vous voyez. Oui, je pense que d'avoir plus de moyens, ça c'est clair. Et puis de se bagarrer pour faire revenir des petites gares, les services publics, sortir justement de ces récits qui oppose tous ces territoires et ces gens. Complètement. J'appelle à la barre Béatrice Goudard, chargée de projet au MUCEM. Elle est là. Béatrice, ce soir, tu remplaces au pied levé Mireille Jacotin, conservatrice en chef ici au MUCEM, qui s'est justement cassé le pied. Et oui. Alors du coup, je vais vous donner à entendre un texte écrit par Mireille, donc conservatrice au MUCEM. Pour ceux d'entre vous qui l'ont déjà entendu dans ce cas des procès du siècle, il s'agit d'une ballade poétique en dialogue avec les collections du musée. Donc on y va. Alors comme elle vous sait plutôt philosophe, Mireille voulait vous proposer ce soir cette question que posait Leibniz en 1740. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? Ce à quoi nous pourrions répondre en reprenant une formule de l'excellentissime Raymond DeVos, rien, c'est déjà quelque chose. En effet, ne parle-t-on pas d'un silence éloquent ? D'un silence assourdissant, d'un silence complice. Le 3 novembre 1896, un tout jeune député du Tarn monte à la tribune. Les nouvelles des massacres contre les Arméniens en Anatolie sont connues depuis déjà 3 ans. Écoutons Jean Jaurès. Quoi ? Le silence complet, silence dans la presse, dont une partie, je le sais, directement ou indirectement, a été payée pour se taire. Silence dans nos grands journaux, dont les principaux commanditaires sont les bénéficiaires de larges entreprises ottomanes, mais surtout silence du gouvernement de la France. Quoi, devant tout ce sang versé, devant ces abominations et ces sauvageries, devant cette violation de la parole de la France et du droit humain, pas un cri n'est sorti de vos bouches, pas une parole n'est sortie de vos consciences, et vous avez assisté, muets et par conséquent complices, à l'extermination complète. Donc, les contemporains savaient. Comme pour Gaza, aujourd'hui, avec sans doute plus de 50 000 civils qui ont trouvé la mort. Alors Mireille voulait fredonner, donc je tente cet exercice. La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets changeants. La mer, vous m'avez suivi. Donc Nora, le répertoire s'élargit. Mais oui, la grande vague orange d'octobre 2018, quand SOS Méditerranée a organisé des manifestations dans une trentaine de villes le même jour pour faire une place à l'Aquarius et rappeler un texte de base, celui de la Convention SOLAS de 1974, où il est clairement indiqué l'obligation faite à tout marin de porter secours et assistance à un autre marin ou navire en difficulté et de prévenir les autorités maritimes des dangers rencontrés par quelque embarcation identifiée en mer. Jean Le Cam, par exemple, 6 tours du monde en solitaire à la voile. Il a porté secours et puis lui-même a été secouru. Le tout, c'est d'avoir pu boucler son tour du monde sans fanfaronner, mais avec humanité et dignité. C'est un principe. On porte assistance à quelqu'un, quel qu'il soit, quelles que soient les circonstances. C'est la solidarité des gens de mer. Ah bien oui, alors au fait, la question,
Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? Tout simplement parce qu'il y a de l'être. Merci, Béatrice, d'avoir incarné les mots de Mireille. La solidarité en mer, on le disait à l'instant, c'est un texte de 1974. Enfin voilà, on est obligé de porter secours. Et pourtant, on en arrive aujourd'hui avec SOS Méditerranée, qu'on a criminalisé. Les bateaux ont été mis sous séquestre, comme d'autres bateaux en Italie ou ailleurs. Il faut se souvenir, il y a quelques mois, d'une bataille entre Giorgia Meloni, première ministre italienne, Emmanuel Macron, pour l'accueil de ce bateau. On parle aujourd'hui même d'une forme de délit de solidarité. L'époque, elle est à ça, aujourd'hui. On criminalise ceux qui aident. En fait, moi, je viens d'un territoire concrètement où l'extrême droite est en train de prendre le pouvoir. Donc, et c'est pas tout à fait. Enfin, l'extrême droite, c'est nouveau, mais la droite extrême, c'est pas tout à fait nouveau chez nous. Moi, j'envisage ma façon d'habiter aujourd'hui comme le fait de mener une bataille politique, c'est-à-dire. J'y pensais là, je ne veux pas présenter non plus le truc comme si je venais d'un territoire qui était uniquement victime et qui était uniquement... On est aussi aujourd'hui acteurs, en tout cas, on est aussi aujourd'hui habité par des gens qui supportent, qui soutiennent, en votant pour l'extrême droite, qui soutiennent son idéologie. Mais c'est aussi un territoire... Il y a des territoires qui accueillent. Mais c'est aussi un territoire d'accueil. En fait, c'est ça. Et c'est aussi un territoire d'accueil. Moi, j'habite dans un village dans lequel l'ancienne gendarmerie est devenue un CADA, donc un centre d'accueil de demandeurs d'asile, et ça a créé plein de choses. Et en fait, ça a créé de la solidarité avec certaines personnes. Je pense que ça a fait bouger des gens du coin, et ça a aussi augmenté les tensions avec d'autres. Et c'est ça que je veux dire par là, c'est que moi, je pense que ce qui m'a mise en colère pendant les législatives, c'était de voir autant de discours de gauche qui étaient produits depuis des espaces de confort où les gens de gauche étaient entre eux. Et quand tu vis sur un territoire où tu sais en fait que l'hostilité, elle est là. Enfin, vraiment, c'est genre, tu vas tracter pour la gauche et on te dit qu'on va te péter la gueule. Et ça, c'est réel. Enfin, tu vois, et tout le monde sait où t'habites. C'est ça aussi, les territoires. Enfin, un territoire comme le mien, c'est ça sa réalité aujourd'hui. Et ça va pas aller en diminuant. Ça va aller, cette tension-là, elle va aller en augmentant. Et du coup, moi, j'ai l'impression que ce truc de délit de solidarité, en fait, c'est une lutte, quoi. C'est une lutte et elle va nous coûter. Et en même temps, il n'y a pas d'autre choix que de la mener. On aimerait bien sûr une révolution constructive, parce que dans chaque révolution, c'est violent, et on ne veut pas en arriver à une violence, on veut juste s'inspirer de ce que peut-être on a fait, l'art de la lutte, et de se rapproprier son territoire, de se rapproprier son outil de travail, et de reprendre son destin en main. Ça commence par là, pour moi, la réelle révolution, au lieu de reproduire inconsciemment ce qu'on subit. Et ça, humainement, on a tendance à le faire, et c'est violent. Ce que j'entends aussi là-dedans, c'est la nécessité de recréer du lien, de recréer du collectif, de recréer, non pas du vivre ensemble, mais bien du faire ensemble. Et c'est ça, en fait, peut-être le début de la révolution. C'est ça, c'est ouvrir les portes, quoi. Exactement. Juliette. Rebecca Solnit, il y a une dizaine d'années, elle a écrit un texte, elle a étudié les catastrophes climatiques et ce qui se passait dans la suite des catastrophes climatiques, pour montrer qu'en fait, contrairement à la vision très répandue de l'homme est un loup pour l'homme, tout le monde ne fait que pour lui, va aller prendre tout ce qu'il peut en ressources alimentaires, etc. Et puis aussi toutes les visions racistes qui ont été construites, notamment après Katrina, etc. là-dessus. L'ouragan Katrina aux États-Unis, en Nouvelle-Orléans. Et en fait, elle montre que c'est l'inverse qui se passe. C'est qu'en fait, le premier réflexe, c'est la solidarité, c'est l'organisation collective. Et j'ai repensé à sa théorie quand j'ai vu ce qui s'est passé à Valence. Vous vous souvenez, là, les inondations. À Valence, en Espagne. Voilà. Et je ne sais pas si vous avez vu ces images de gens qui se relèvent, en fait, qui s'auto-organisent, parce que l'État n'est pas là, et qui vont, elles et eux-mêmes, s'occuper de la bouffe, de nettoyer les rues, de tout faire. Et puis des gens qui sont venus quasi de tout le pays, en plus. Et des gens qui viennent aider, etc. Et moi, je pense souvent à ça, parce que je me dis que quand j'ai trop peur de l'avenir, c'est-à-dire souvent, je me rappelle que globalement, en fait, une des raisons de la peur, c'est aussi qu'on nous a raconté cette fable qui est que la solidarité n'existe pas, que c'est avant tout la compétition. Or, c'est faux. Et du coup, moi, je n'ai qu'un souhait, c'est qu'on ait de plus en plus besoin les uns les unes des autres, parce qu'en fait, c'est là qu'on est profondément humain. Cette séance a été enregistrée le 24 février 2025 avec la participation de Kamel Guémari, Juliette Rousseau, Mireille Jacotin et Nora Hamadi à la modération. C'était le podcast Procès du siècle. Oser l'utopie. Une proposition conçue et mise en scène par le MUSEM. À la modération, Rokhaya Diallo, Nora Hamadi, Anne-Cécile Bras,
François Saltiel, Thomas Legrand et Paloma Moritz. Pour les commissions d'enquête, Fabienne Julien et Grégoire Ingold. En partenariat avec Libération et So Good. Avec la complicité de l'Après-m et de Je crains des gains, journée pour l'élimination des violences faites aux femmes et minorités de genre. Réalisation, Copie Carbone. Rendez-vous sur le site du MUSEM pour plus d'informations sur la série et les pièces à conviction. Et retrouvez l'ensemble des épisodes de la saison sur votre application de podcast habituelle. Merci pour votre écoute et à très bientôt.